ceci vous a-t-il inspiré? Julia, la question est la suivante. Vous avez devant vous le thème du congrès Pro et Fun. On vient de vous dire, voici nous, chefs d'entreprise, comment on s'y est pris pour embaucher ou pas. Dans votre expérience et dans tous les contacts que vous avez eus, quels que soient les secteurs d'ailleurs avec les entreprises, qu'est-ce qui pour vous est un fondamental de l'entreprise sur lequel on ne peut pas lâcher, parce que c'est vraiment important, et qu'est-ce que le fun qui serait agréable parce qu'il vient contribuer au pro? Merci beaucoup. Alors j'ai un petit peu de temps. Je vous en prie. Ok, j'ai un peu de temps et puis après on aura un temps aussi d'échange. Petite précaution d'usage, la philosophie ne prétend pas dire le vrai du tout, c'est pas la science. La philosophie recherche le sens et le sens ne peut venir que de la confrontation des points de vue. Donc ce que je vais dire, c'est pas parce que je ne dis pas le vrai que je vais dire tout faux, enfin j'espère pas, mais en tout cas je vais émettre certaines hypothèses sur le monde du travail que j'ai connu de l'intérieur. J'ai travaillé en entreprise, en recrutement d'ailleurs, plusieurs années, et il est parti. Et après vous confronterez, je ne cherche pas du tout l'adhésion, vous allez voir, je vais pas forcément dans l'air du temps, mais je vais vous faire part de certaines hypothèses. Alors, juste sur le recrutement, si j'enchaîne juste à partir de ce que vous avez dit là, j'ai remarqué que par rapport aux années où j'ai travaillé en recrutement, c'est-à-dire il y a 10 ans, 15 ans, le monde du recrutement s'est totalement inversé. Avant, les candidats étaient demandeurs vis-à-vis des entreprises, étaient fébriles même vis-à-vis des entreprises, est-ce que je serais recruté ou pas. Maintenant, ça s'est complètement, je généralise un peu, mais ça s'est quand même globalement totalement inversé. C'est-à-dire que ce sont les entreprises, et la preuve aujourd'hui ici, ce sont les entreprises qui attendent les candidats et qui ont du mal à retenir, attirer les meilleurs talents. C'est-à-dire que le candidat est vraiment en position de force maintenant, quand bien même sa situation est précaire, par rapport à l'entreprise qui est plutôt en situation de faiblesse. Et je trouve que les réponses qu'elle apporte par rapport à cette fébrilité ou à cette difficulté à recruter ne sont pas nécessairement les bonnes, mais il y a des modes, il y a des idéologies managériales, il y a des idéologies françaises aussi occidentales qui font qu'on suit la mode. Je vais vous parler de certaines idéologies qui me semblent engourdir les esprits, qui me semblent rendre l'entreprise absolument pas sexy et qui, paradoxalement, prétendent la rendre sexy. Je parle d'une idéologie aujourd'hui très en vogue, qui est l'idéologie du bien-être et du bonheur. Toutes les entreprises aujourd'hui sont focalisées, toutes les grandes entreprises, peut-être moins les PME, mais en tout cas les grandes entreprises ont ce but en tête de rendre les salariés heureux. Il y a de la mise en place de QVT, qualité de vie au travail. Il y a même des CHO, alors je ne sais pas si vous en avez, si ce sont des postes qui vous parlent chez vous, des Chief Happiness Officer. Vous avez ça ? Non, bah tant mieux. Surtout, ne recrutez jamais, ça fait un recrutement en moins. Celui-là, il ne faut surtout pas le faire. C'est un emploi fictif. Donc, alors, je l'explique très clairement. Le chief, mais c'est symptomatique, mais si vous voulez, l'idéologie du bien-être se met en place avec donc, cette qualité de vie au travail. Et dans la qualité de vie au travail, parfois, il y a un Chief Happiness Officer. Si on traduit en français l'expression, un officier en chef du bien-être ou du bonheur, ce qui est quand même, rien qu'en français, on voit l'absurdité totale de cet emploi. Pourquoi je dis que c'est un emploi fictif? Parce que prétendre s'occuper du bien-être des gens ou du bonheur des gens, je mélange un peu les deux expressions, est une fiction. Ça fait 2500 ans que les philosophes essayent de définir le bonheur, c'est indéfinissable. La définition du bonheur, c'est que c'est indéfinissable. C'est une eau qui épouse 1000 formes, mais qu'aucune forme n'épuise. Si je vous demande quel est votre bonheur, quel serait votre bonheur demain, ça correspondra certainement pas au mien. Si on demande quel est le bonheur des gilets jaunes, avoir plus de pouvoir d'achat, ça va peut-être pas être le mien en ce moment. Si on dit le bonheur, c'est l'amour, bah non, pas que, on sait que... mes enfants sont mon bonheur, bien sûr, mais les enfants non plus. On ne peut pas définir le bonheur avec les enfants. Quelle source d'angoisse aussi. On peut pas. Donc, c'est très difficile de définir le bonheur. Il n'y a aucune définition possible. Donc, c'est déjà une personne, ou c'est prétendre s'occuper du bonheur, c'est prétendre s'occuper de quelque chose qui est strictement personnel, strictement singulier. Le bien-être, c'est une affaire entre soi et soi-même. On n'a pas besoin d'assistants, de coach, de tout ce que vous voulez pour gérer le bien-être personnel. Ça, c'est quelque chose, ce sera l'objet d'un prochain livre, qui commence à m'échauffer, parce qu'on a des coachs en tout maintenant, pour s'habiller, pour se marier, pour manger, pour faire du sport, pour tout.
Et résultat, on est totalement assisté et on n'est pas plus heureux. Toutes les études montrent qu'aujourd'hui, en entreprise en tout cas, il n'y a jamais eu autant de mal-être et les entreprises n'ont jamais fait autant pour le bien-être des salariés. Ça veut bien dire qu'il y a une mauvaise donne, qu'on se trompe quelque part. C'est parce que je pense qu'il faut laisser le bien-être de façon personnelle, singulière, chacun gère son bien-être. Et l'idéologie sous-jacente, le raisonnement qui sous-tend toute cette idéologie dans l'entreprise, c'est des gens plus heureux au boulot seront plus performants. Parce que c'est ça qui intéresse l'entreprise. Évidemment que c'est la performance, et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas d'autre finalité pour l'entreprise que la performance. Et donc, on instrumentalise le bien-être des gens au service de la performance. Ça, déjà, c'est contestable. Et deux, c'est un faux raisonnement. Pour moi, c'est un paralogisme total qui prend la cause pour la conséquence. Ce n'est pas parce que des gens sont plus heureux au travail qu'ils seront plus performants, mais c'est parce qu'ils ont la possibilité d'agir et d'être performants qu'ils seront beaucoup plus heureux au travail. On est heureux quand on a réussi quelque chose, on est heureux quand on est fier de quelque chose. Le bonheur n'est pas un état premier. Donc déjà, vouloir rendre l'individu heureux et puis après, peut-être qu'il sera performant, c'est à mon sens un non-sens total. Bon, j'arrête avec le bien-être qui m'échauffe, comme vous le voyez. Et ça se met, alors bon, ça c'est le faux raisonnement, me semble-t-il, de toutes ces idéologies du bonheur. Et très concrètement, ça se traduit comment en entreprise? Parfois, on prend le bien-être des salariés pour des artifices bonheuristes, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des plantes vertes à chaque encablure de bureau, des smoothies bio, des crèches, des piscines, on l'a d'ailleurs entendu, des baby-foot, bien sûr. Aucune entreprise aujourd'hui, aucune grande entreprise n'a pas son baby-foot. C'est devenu une mythologie au sens de Barthes. Il faut s'éclater. Simplement, jamais un salarié ne quitte une entreprise parce qu'il n'y a pas de baby-foot ou parce qu'il n'y a pas de smoothie bio. Ça peut être sympa d'avoir un cadre du bureau agréable, c'est absolument pas une condition de bien-être. Ou alors on prend les gens pour des imbéciles heureux et ils ne le sont même pas tellement. Donc, il n'y a jamais eu autant de mal-être en entreprise, je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a, regardez rien que le nom des maladies, il y en a de plus en plus, des maladies professionnelles, burn-out, bore-out, brown-out. L'IFOP a sorti une étude qui montre que les arrêts maladie ne cessent de progresser, et pourtant, quand vous allez dans les grandes entreprises, les technopoles magnifiques, vous trouvez ça sublime, c'est magnifique, mais il n'y a jamais eu autant de mal-être, parce que ça ne suffit pas, encore une fois, ce sont des artifices, mais ce n'est pas du tout une raison, une cause de bien-être. Et je vais insister sur ce qui rend, à mon sens, les gens un peu plus heureux en entreprise. Ce qui rend les gens, me semble-t-il, un peu plus heureux, et c'est la possibilité, je le disais tout à l'heure, d'agir, mais au sens fort du terme. Très souvent, les nouveaux arrivés arrivent dans l'entreprise et ils sont engourdis dans des process. Les process sont une source de mal-être énorme. Alors je ne suis pas contre la procédure, bien sûr, parce qu'aucune organisation, aucune société ne peut vivre sans procédure. Simplement, comme dans toute chose dans la vie, le poison est dans la dose, pas dans la chose. Et parfois, dans les entreprises, soit il n'y a pas du tout assez de process, donc les gens sont complètement paumés et veulent juste des repères, soit ils sont engourdis dans des procédures qui n'en finissent pas, où on leur dit « vas-y, innove, agis, va de l'avant, sois créatif », et dès qu'ils enclenchent un petit truc, des tombereaux de procédures leur tombent sur le coin du bureau. Et ces injonctions paradoxales sont une source de mal-être énorme, et c'est ce qui refroidit aussi les gens à vouloir aller dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, une grande entreprise, Air France, ADP, ne fait plus de rimer. Madame, vous avez utilisé tout à l'heure le mot « rêve », et je vais y revenir parce que c'est très essentiel et ce n'est pas utopiste. Il faut... bon, je fais une parenthèse, mais j'y arrive. Donc, trop de procédures ou pas assez de procédures, encore une fois, c'est dans le dosage. Le problème dans les grandes entreprises, c'est que le process devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris. Et là, on tombe dans l'absurdie totale. Et motiver des gens et vouloir attirer des gens en leur disant toute la journée, tu vas appliquer plus que tu ne vas agir, tu vas exécuter plus que tu ne vas entreprendre, c'est une source de démotivation énorme. Vous savez, alors évidemment, on comprend cette logique du process, je peux l'expliquer, ça vient aussi d'une idéologie de la peur. En France, si je prends juste la France, si vous remarquez, on a peur d'à peu près tout en France, mais de tout. Du sexe, des OGM, de l'alcool, du réchauffement climatique, des gilets jaunes évidemment, des politiques, de la grippe, mais aussi du vaccin contre la grippe, c'est-à-dire de tout et son contraire. On a peur de tout. Il suffit de voir les films éco-catastrophiques à longueur d'écran pour voir qu'on est dans un climat excessivement angoissé. C'est intéressant d'ailleurs parce que depuis la nuit des temps, depuis 2500 ans, les philosophes critiquent la peur en disant que c'est un sentiment qu'il faut absolument bannir de notre esprit. Pourquoi ? Parce que la peur
altèrent nos représentations. Quand on a peur, on ne voit plus la réalité exactement telle qu'elle est. Quand un enfant a peur, dans sa chambre, dans le noir, il voit la porte de son placard légèrement bouger ou des ombres. On a tous fait l'expérience de ça. Donc les philosophes éradiquent ce sentiment parce qu'il rend impossible la lucidité, la rationalité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement de statut de ce sentiment. On n'a plus du tout honte d'avoir peur. Si je reprends juste, si vous relisez Le Petit Prince, qu'est-ce qu'un adulte? Réponse, c'est quelqu'un qui n'a plus peur. Alors en France, soit il n'y a pas beaucoup d'adultes, ce qui est une hypothèse, et soit on n'a plus du tout honte d'avoir peur, il y a une déculpabilisation de cette passion qui explique la prolifération des peurs. Et ça se traduit comment? Au niveau national, on légifère sur tout. Juste avant les vacances de Noël, on a légiféré sur le fait de pouvoir ou non donner une fessée à ses enfants, qu'on soit pour ou contre. Ce que je veux dire, c'est que la législation rentre dans la vie qui est strictement privée. Donc on veut minimiser le risque, on légifère sur tout, et en entreprise, on procédurise surtout pour évidemment minimiser le risque. Et en plus, l'esprit a une tendance à aimer le process, parce que c'est très confortable pour l'esprit de se mettre sur des rails, de se mettre sur du procédural. Mais c'est ça qu'il faut absolument combattre, parce qu'on n'est plus un esprit humain quand on ne fait qu'appliquer. Je vous prends des exemples, on en a tous dans nos vies courantes, où on a l'impression d'avoir affaire à des murs et plus à des humains. Pour joindre un banquier, par exemple, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle banque vous êtes, mais enfin, dans toutes, c'est à peu près pareil. Tapez 1, 2, 3, 40 000 dièses, 40 000 codes secrets, on n'a jamais personne au bout du fil. C'est-à-dire que le sens du métier, appeler un conseiller, est perdu de vue. La finalité est totalement omise. Je prends un autre exemple je vais depuis 5 ans, 2 fois par mois, dans la même entreprise. Ça fait un certain nombre de fois. J'arrive dans le hall en marbre, toujours pareil, avec le hall desk, pareil. Oui, parce que l'uniformisation des entreprises aussi, c'est un problème. Qu'on rentre chez BNP, Deloitte, Adidas, ce que vous voulez, c'est exactement la même architecture. Très belle, mais c'est la même. Bon. Et donc j'arrive au hall desk et je connais le type, c'est le même depuis 5 ans. Il connaît mon visage. J'oublie un jour ma carte d'identité, je suis en retard pour ma conférence et je lui dis, j'ose, mais audace bien imprudente, j'ose lui dire, est-ce qu'on peut faire l'impasse, j'ai pas ma carte, est-ce que vous pouvez me donner le badge, etc. La sentence irrévocable tombe, la procédure, c'est la procédure. Et là, je me dis, il est déshumanisé, le pauvre, il n'a plus d'esprit, il sait ce que je fais, il me connaît très bien, donc là, il est complètement débilisé, je suis désolée. Et vivement l'intelligence artificielle, vous voyez, par exemple, dans ce domaine-là, qui aura reçu un certain nombre de données de mon visage, qui saura ce que je fais dans l'entreprise, et qui saura déduire qu'il n'y aura pas d'attaque terroriste, a priori, quand je rentre dans l'entreprise. Donc c'est très grave, au fond, parce qu'il y a énormément de gens qui disent, et puis vous pouvez me rétorquer, vous allez avoir un temps pour moi en disant, oui, mais il n'a pas le choix, s'il ne fait pas ça, il est viré. Non, on a toujours le choix quand le sens et premier, on a toujours le choix, et c'est une question de responsabilité, de courage personnel, et quand même d'humanité dans son esprit, que de se dire, là, il n'y a aucun risque, je la connais, maintenant je m'affranchis du risque. Donc, c'est pas possible. Et c'est très souvent le cas, les gens s'engouffrent derrière des procédures, et au final, c'est une source de mal-être énorme, et ça ne donne absolument pas envie aux autres de rentrer dans ces entreprises quand on voit la machinerie procédurale que c'est. Et donc, j'oppose, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à cette logique très d'application procédurale, sans risque, on minimise les risques, etc., l'action véritable. Et c'est ça qui me semble absolument essentiel pour motiver, attirer et garder les collaborateurs. L'action, j'entends par action au sens philosophique du terme, l'action suppose 3 choses. 1, une prise de risque. Si on ne prend pas un risque, on n'agit jamais. Sinon, on est sur du pilote automatique, on est sur du programmable, mais on n'est pas du tout dans de l'action. Au sens action, on est actif, auteur, sujet de ces actes. La prise de risque, mais c'est très compliqué en France parce qu'on voit très souvent le risque comme une menace et très rarement comme une opportunité. On n'a pas du tout cette culture-là qui est beaucoup plus anglo-saxonne, par exemple. Ça s'explique par l'histoire de notre pays et tout, je n'ai pas le temps de développer. Mais en tout cas, nous, le risque est quelque chose à bannir parce que l'échec derrière possible est quelque chose d'abominable. On déchoit si on échoue, c'est très aristocratique, monarchique, c'est lié un peu à l'histoire de notre pays. Mais en tout cas, être humain, pourquoi j'insiste tant là-dessus ? C'est être capable de s'affranchir à un moment du purement théorique ou du purement procédural quand le sens l'exige. Je ne dis pas qu'il faut s'affranchir pour s'affranchir, mais quand le sens l'exige. Je vous donne un exemple. C'est le pilote qui a améri sur l'Hudson, par exemple.
Évidemment que dans la procédure aéronautique, dans le manuel aéronautique, il n'est pas inscrit Américain sur l'Hudson. Simplement, ce pilote a eu suffisamment d'intelligence d'action, suffisamment d'intuition au sens fort du terme, au sens philosophique du terme. Je rappelle juste que l'intuition, ce n'est pas le flair. L'intuition, c'est la sédimentation des expériences passées, le condensé des expériences passées, qui fait qu'à un moment, je ressens immédiatement, intuitivement, le sens d'une situation. Il a eu suffisamment d'intelligence d'action de se dire là, il y a moins de risques à en prendre un énorme qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. C'est ça être un esprit pensant, c'est ça être un esprit intelligent et pas être une machine, une intelligence artificielle, même bas de gamme. Donc c'est pour ça que j'insiste tant, être actif, ça suppose de savoir prendre des risques quand ça l'exige et ça fait appel à des qualités spécifiquement humaines, l'intuition, l'intelligence d'action. Ça, c'est la première condition de l'action. Deuxième, et c'est un mot que vous avez évoqué à plusieurs reprises, pour agir au sens fort du terme, il faut du sens. Et ça, c'est une tarte à la crème en entreprise. On entend tout le temps, tous les managers, ce que vous voulez, les collaborateurs dire il faut du sens. Simplement, il faut le définir, ce mot, il faut mettre un peu de contenu, parce que vous allez voir qu'en définissant, c'est très lourd de conséquences et on comprend comment le trouver. Est-ce que vous avez une définition du sens ? Puisque c'est un mot que vous avez, je l'ai entendu, je suis arrivée un peu avant, j'ai entendu au moins 4 fois, 5 fois. Oui, la finalité, la signification de quelque chose, vous avez raison. 1, premier sens du mot sens. La direction, 2. Il en manque un qu'on oublie toujours et pourtant c'est le plus évident. Les sens, voilà. Donc si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez 3 acceptions du mot sens, les sensations, la direction et la signification, le pourquoi de quelque chose. A priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est le même mot. Si c'est le même mot, c'est qu'il y a un point commun, et le point commun entre ces 3 acceptions différentes, c'est la définition même du sens. Le point commun, je vous le donne parce qu'il est difficile à trouver, et pourtant il est très simple à comprendre, c'est que le point commun, à chaque fois, dans chacune de ces acceptions, le sens est extatique. Peu importe le mot barbare, extatique ou extase, je passe d'un état à un autre, ça veut dire que le sens est extérieur. Le sens est ailleurs. Le sens est toujours une extériorité. Le sens se définit comme une extériorité. Je vais concrétiser ce que je dis. Si vous prenez les 5 sens, essayez de toucher votre toucher, c'est impossible. Essayez d'entendre votre voix, c'est impossible. De sentir votre odorat, c'est impossible. De voir votre propre vue, c'est impossible. Il faut une extériorité, un ailleurs, un miroir, pour regarder votre propre regard. Deuxième acception, la direction. Paris-Genève ne fait sens que le temps du trajet. Le sens est toujours où l'on va, jamais où l'on est. Une fois que je suis à Genève, Paris-Genève ne fait plus sens. Donc, encore une fois, le sens est toujours ailleurs. Et pour la signification, la finalité, c'est exactement la même chose. Le mot micro n'a aucun sens, sinon la chose extérieure, le micro auquel le mot renvoie. Donc, c'est toujours une extériorité qui donne du sens. On s'en fiche de tout ce verbiage sémantique si ce n'était pas très lourd de conséquences. Parce que si le sens est toujours une extériorité, c'est-à-dire que le sens du travail n'est pas dans le travail puisqu'il est toujours ailleurs. Le sens de la vie n'est pas dans la vie puisqu'il est toujours ailleurs. J'explique ce que je veux dire. La vie, nos vies n'ont aucun sens métaphysiquement, vous êtes d'accord? On est là pour disparaître, c'est aberrant existentiellement. Ma vie ne va avoir du sens que parce que je vais aimer mes enfants. C'est donc l'amour qui va donner du sens à ma vie. C'est mon travail qui va donner du sens à ma vie. Mais c'est quelque chose d'extérieur à la vie qui va venir justifier mon existence. Le travail, c'est exactement la même chose. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Travailler ne prend du sens que si ça me permet d'avoir un salaire confortable, si ça me permet de nourrir mes enfants, si ça me permet d'avoir une identité sociale, ce que vous voulez. Vous trouvez plein de finalités. Mais c'est quelque chose d'autre que le travail qui va venir justifier le sens du travail. Et ce qui est difficile aujourd'hui en entreprise, c'est qu'on traverse une crise de sens pour plein de raisons. Je n'ai pas tellement le temps d'en développer beaucoup, mais j'en développe une qui me semble essentielle et qui démotive les gens, vous allez voir. C'est que, alors c'est Heidegger qui explique ça pour le XXe siècle, mais c'est tout à fait valable pour notre XXIe siècle aussi. Il nous dit au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les techniques, les sciences, les technologies avaient des finalités extérieures, c'est-à-dire qu'elles avaient du sens, parce qu'elles répondaient
a des finalités extérieures, je viens de le dire, qui étaient de rendre l'homme plus libre et plus heureux. Toutes les sciences, toutes les techniques, toutes les technologies avaient ces deux finalités-là, rendre l'homme plus libre et plus heureux. Sortir l'homme de l'obscurantisme religieux et prévenir les catastrophes naturelles, donc rendre sa vie plus longue, plus sécurisée, et donc le rendre plus libre et plus heureux par rapport à la nature, par rapport à la religion, etc. C'était ça les finalités de la science. Au XXe siècle, la finalité a complètement changé de la technologie ou des sciences. Il n'y a plus de finalité extérieure. Pourquoi une entreprise fait plus de pixels couleurs sur un écran? C'est absolument pas pour rendre l'homme plus libre et plus heureux. Pourquoi Apple fait l'iPhone 10, 11, 12, 13? C'est pas du tout pour rendre l'homme plus libre et plus heureux. Ça peut rendre heureux d'avoir un Apple, c'est pas ce que je dis. Mais la finalité de l'entreprise n'est pas du tout celle-ci. La finalité des entreprises, en gros, aujourd'hui, est purement économique. C'est comme ça, c'est darwinien. Une entreprise qui ne performe pas économiquement, qui n'est pas rentable financièrement, elle disparaît, seuls les meilleurs résistent. Donc, une des raisons d'être de l'entreprise, c'est de demeurer sur le marché. C'est la concurrence généralisée qui crée la raison d'être de l'entreprise. Et c'est très bien comme ça, c'est pas du tout, je ne moralise pas ça. Mais simplement, ça ne suffit plus du tout à donner du sens au métier. Dire à un collaborateur, viens dans mon secteur ou viens dans ma boîte, on va être leader sur le marché, maintenant, ça leur passe, je pense en plus aux plus jeunes générations, ça leur passe bien au-dessus. On n'en a rien à faire d'être dans la boîte qui est leader sur le marché des pixels couleurs. Ça ne donne pas un sens à son existence. Donc, la raison économique fait que les entreprises perdent du sens. Pourquoi, je prends un exemple, pourquoi tous les ingénieurs ou presque de la Silicon Valley veulent aller bosser pour Elon Musk, qui est quand même un manager très contestable, très contesté, quasi tyrannique. Il est quand même fou, ce type. Et pourquoi tout le monde va aller bosser pour lui? Justement, c'est parce que il fait, vous avez dit, Madame Rêvé tout à l'heure, il fait drimer tous les ingénieurs en disant, vous n'avez pas bossé dans les boîtes les plus performantes économiquement, on ne va pas être leader sur le truc, mais on va aller coloniser Mars. Coloniser Mars, c'est une finalité extérieure. Ça donne un sens à la raison d'être de l'entreprise de Musk. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur les conditions de travail. Bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est chouette d'avoir un cadre de boulot, mais ce n'est pas ce qui motive fondamentalement. Ce qui motive, c'est le sens du travail. Et quand on ne fait pas drimer les gens, c'est très compliqué maintenant. Et deuxièmement, pourquoi on traverse cette crise de sens? Parce que pour performer économiquement, être à la page, finalement, par rapport à nos concurrents, les métiers se technicisent. L'autre jour, j'étais dans une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance me dit « Amazon arrive sur le secteur de l'assurance. Donc nous, on a intérêt à se mettre à la page au niveau technique et de techniciser nos métiers, moderniser nos métiers. » Or, une technique, vous le savez mieux que moi, vous êtes dans des métiers techniques. Une technique, c'est exactement l'inverse du sens. Une technique, c'est un moyen, c'est jamais une fin en soi. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, j'apprends le solfège, mais le solfège n'est absolument pas une finalité en soi, c'est un moyen. La finalité, c'est de jouer du jazz, du classique, de la variété, ce que vous voulez, mais ce n'est pas le solfège. Et les métiers se sont technicisés à tel point que quand les gens vous parlent de leur métier, on ne comprend plus rien. L'autre jour, j'ai fait un tour de table, vous savez, ce truc abominable pour moi qui dure 20 minutes, où les gens se présentent, on ne retient ni les fonctions, ni les prénoms, mais c'est pas grave, j'en ai retenu un, malgré tout. Un type me dit « Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis coordinateur de flux. » Alors vous savez peut-être ce que c'est que le coordinateur de flux, autant vous dire que moi, alors là, je me suis dit, mais il est dans quoi le type? Il est en flux financier, il est en flux en plomberie, il est en flux logistique, il est en flux humain. Et comme il voyait le désarroi sur mon visage, il me rajoute de flux transverse. Donc le type est coordinateur de flux transverse. Quand on est coordinateur de flux transverse, on n'a pas le sens immédiat de son métier. On parle d'ailleurs plus de métier, on parle de fonction. Ça veut dire, on voit bien dans le mot à quel point le sens est perdu de vue. Dans le métier, on savait ce que c'est un plombier, un médecin, un boulanger, ce que vous voulez, mais dans des métiers excessivement techniques qui ont la nécessité d'être techniques, le sens est très vite perdu de vue. Il me dit, je sais que mon métier est très utile, ce n'est pas une question d'utilité. Bien sûr que je suis un maillon absolument essentiel, mais l'engrenage est tellement grand, je suis tellement un petit maillon dans un ensemble beaucoup plus grand que je perds de vue la finalité de ce à quoi je suis utile. Et les gens souffrent énormément de ce manque de concret. On ne voit plus ce qu'on réalise. Alors peut-être pas dans vos métiers, justement parce que vous voyez, peut-être que je ne sais pas, je ne vous connais pas assez pour savoir tout ce que vous faites, mais
il y a un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène en France, en tout cas. Beaucoup de gens diplômés qui ont des très belles fonctions quittent tout à 40 ans, 50 ans pour faire quoi? À chaque fois, c'est un métier manuel ou un métier relationnel où on a de la matière, que ce soit de la matière humaine, que ce soit de la matière au sens le plus basique du terme. L'autre jour, je vois encore un centralien qui me dit « Je quitte tout ». Il avait un super poste, hein, ce n'était pas du tout le sujet, dans une très belle boîte. « Et je quitte tout, je fais un CAP boulangerie ». Et il me raconte ça parce qu'il me dit le mec du CAP boulangerie, il avait mis juste centrale, il n'avait pas mis bac. Et le mec du CAP boulangerie lui dit oui, mais vous êtes centrale, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez le bac au moins ou pas? Mais c'est ça, c'est-à-dire que les gens ont besoin à un moment de transformer quelque chose, de voir à quoi ils contribuent, qu'est-ce qu'ils réalisent, et en transformant quelque chose, on voit qu'on se transforme soi-même et qu'on se densifie soi-même. Transformer une pâte à pain ou cultiver des plantes dans son jardin, à un moment, on voit qu'on est acteur, qu'on est actif sur quelque chose, ça donne du sens. Donc, crise de sens parce que économique first, 2 parce que les métiers se technicisent de plus en plus, alors la technique c'est l'inverse du sens, c'est un moyen. 3 parce qu'on est englué dans des process qui font perdre parfois de vue le sens, la finalité extérieure de ce qui se passe. Et pourquoi j'insiste tant là-dessus? Parce que perdre de vue la finalité des choses, c'est excessivement grave. Ça déshumanise dans un cas, ça ennuie dans l'autre. Je vous prends 2 exemples de déshumanisation très rapides. Si vous regardez sur YouTube le procès Eichmann, Eichmann, officier d'Hitler, au procès Eichmann à Jérusalem, il justifie ses actes, c'est-à-dire l'industrialisation de la mort, en disant « mais j'avais pas le choix, je faisais bien mon travail, j'obéissais aux ordres et j'appliquais les procédures ». C'est les phrases, ce sont ces mots texto. Bien sûr que c'est une tactique juridique qu'il a pensé la chose, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le raisonnement, la tactique juridique est celle-ci à utiliser parce qu'elle est compréhensible, elle est presque acceptable pour quelqu'un qui entend ça. Or, c'est inacceptable. C'est une philosophe qui a suivi le procès Eichmann, Hannah Arendt, qui a commenté ce procès, et elle a appelé ça la banalité du mal, c'est-à-dire que le mal arrive de façon très rapide, très sournoise, très insidieuse, très tentaculaire, dès lors qu'on oublie la finalité et qu'on ne peut plus répondre à la question « mais pourquoi je fais ça ?» Si on ne peut plus répondre à la question « pourquoi je fais ça ?» et si on ne donne pas des réponses aux jeunes recrues de dire « mais pourquoi vous faites ça, tu fais ça pour ça ?» alors là je prends des exemples historiques extrêmes, mais c'est excessivement déshumanisant. Le propre de la pensée humaine, c'est de savoir répondre à la question « pourquoi ?» Jamais la machine, jamais l'intelligence artificielle, même l'IA forte, ne se posera la question du « pourquoi je fais ça ?» Donc, dans un cas, ça déshumanise. Si Eichmann vous paraît un peu trop raide comme exemple, vous regardez l'expérience de Milgram. C'est exactement la même chose. Je n'ai pas le temps de la commenter, mais en gros, c'est un dispositif très bien fait. Vous avez une autorité médicale à côté de vous en blouse blanche qui vous dit « appuie sur ce petit interrupteur » et derrière une vitre, une glace sans teint, vous électrocutez de façon douce au départ, et puis ça monte en fonction des réponses, vous électrocutez les personnes derrière. Et on voit, cette expérience est formidable pour voir le fonctionnement de l'esprit. On voit à quel point, de façon très insidieuse, on obéit très vite à l'autorité et on perd de vue la finalité, c'est-à-dire qu'on électrocute des types derrière qui sont à 3 mètres, mais on le perd de vue très vite. Et donc je disais au pire, ça déshumanise, on ne se sent plus un esprit humain quand on ne peut plus répondre à ces questions du pourquoi et donc du sens. Et au pire, ça ennuie. Les gens qui passent leur journée à appliquer, dans des techniques terribles, à ne plus savoir vraiment ce à quoi ils contribuent, est une source de démotivation énorme. J'arrête avec le sens, mais je voulais mettre du contenu derrière ce mot, trop facilement utilisé et trop galvaudé parfois. Et j'en faisais une condition d'action, je répète juste, pour agir, il faut 1, une prise de risque, 2, du sens. Quand on ne se pose plus la question du pourquoi, on n'agit pas, on applique. Et enfin, j'insisterai sur un 3e ingrédient pour agir, pour passer à l'acte, pour être autonome, actif dans son travail ou ailleurs d'ailleurs, c'est la confiance. Et ça, c'est aussi une valeur tarte à la crème dans les entreprises. Maintenant, sur toutes les chartes éthiques, vous savez, où les RH ont en général planché des heures et des mois sur les valeurs de l'entreprise. D'ailleurs, vous avez utilisé le mot valeur, il y a de très très beaux mots, mais très vite de contenu, ce qui fait que les gens se souviennent d'une ou deux, puis les 4 autres, on s'en balance, et ça sert à faire, c'est une bonne conscience morale, mais ça ne sert pas à grand-chose. Or, ces mots sont magnifiques parfois, et si on comprend leur fonctionnement, ils indiquent des pistes d'action. Et très souvent, je vois le mot confiance, moi, dans les valeurs de l'entreprise, les 5-6 valeurs, confiance. Alors, encore une fois, un peu de contenu derrière ce mot pour comprendre comment ça fonctionne, même si vous le savez certainement mieux que moi, mais enfin, je vais faire un petit apport philo. Rien que l'étymologie du mot est très parlante. Confiance, ça vient de cum fides,
Fides, c'est la foi, c'est la croyance. Ça veut dire que quand on est dans la confiance, quand on fait confiance à quelqu'un ou quand quelqu'un nous fait confiance, il est dans le registre de la croyance, de la foi. C'est l'opposé de la connaissance. Quand on croit, c'est qu'on ne sait pas. Si je crois en Dieu, c'est que je ne sais pas s'il existe ou pas. Si je crois au Père Noël, c'est que je ne suis pas sûre de son existence ou pas. C'est exactement l'inverse de la connaissance. Quand j'entends des managers souvent dire en gros, j'attends de voir comment il agit, se comporte, et puis je lui accorderai ma confiance, c'est tout sauf de la confiance. Parce que là, on est dans une logique cognitive, de connaissance. Je vois comment il a agi, j'en déduis que je peux encore continuer avec lui. Mais ce n'est pas du tout de la confiance. La confiance, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un pari, c'est une prise de risque. C'est pour ça que je le relie encore une fois à l'action. S'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de confiance. La fameuse phrase, vous savez, le contrôle n'exclut pas la confiance ou la confiance n'exclut pas le contrôle, peu importe le sens, dans les deux sens, c'est faux. Quand il y a contrôle, il n'y a pas confiance. Quand il y a confiance, il n'y a pas contrôle. Contrôle, on est sur du cognitif. Dans la confiance, on est sur une prise de risque, sur un saut dans l'inconnu. C'est encore une belle phrase qu'on rapporte à Lénine, mais ce n'est pas prouvé. Une hypocrisie sans nom, c'est pour justifier le contrôle et le napper dans une belle, dans de la confiance. Mais c'est archi faux du point de vue spirituel. Vous voyez, je me nuance au fur et à mesure de la conférence. Donc la confiance, c'est l'opposé du contrôle, c'est l'opposé de la connaissance. Pourquoi c'est très difficile en entreprise? Parce qu'en entreprise, on est dans un univers contractuel. Or, la confiance, c'est l'inverse du contrat aussi, contrairement à ce que dit Darty, le contrat de confiance. C'est un oxymore. J'ai jamais vu un oxymore pareil. Mais ça marche, hein, marketingment parlant, ça a marché, mais c'est insensé comme phrase. Vous retiendrez peut-être pas grand-chose, mais au moins, vous ne verrez plus jamais Darty de la même manière. Le contrat, c'est ce qui rend plus ou moins prévisible l'avenir. Et c'est une relation symétrique. C'est win-win, comme on dit aujourd'hui si mochement. Je déteste le win-win, parce qu'en général, dans les relations win-win, on perd beaucoup. On a l'impression de ne pas perdre, mais en fait, c'est toujours des relations très flat. Enfin bon, c'est win-win, le contrat, c'est win-win. Et la confiance, c'est absolument pas win-win. Si je vous fais confiance, tout d'un coup, je suis vulnérable par rapport à vous qui pouvez toujours me trahir. C'est asymétrique. C'est comme le don. D'ailleurs, on dit donner sa confiance. Un don véritable, quand je donne véritablement quelque chose, théoriquement, je n'attends rien en retour. C'est pour ça qu'il y a très peu de dons dans l'humanité. Mais, parce qu'on attend toujours inconsciemment quelque chose. Mais le véritable don, on n'attend rien. C'est vraiment asymétrique. Donc la confiance, c'est exactement l'inverse du contrat. Et c'est très difficile d'instaurer ça en entreprise, puisqu'on est dans un univers excessivement contractuel. Et pourquoi j'en fais la clé de l'action, une des clés de l'action, un des 3 ingrédients de l'action? Parce que c'est le signe de l'autonomie. Et aujourd'hui, je trouve que les plus jeunes générations recherchent une autonomie folle. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pourquoi c'est la clé de l'autonomie? Parce que si je vous fais confiance, c'est que je suis suffisamment autonome, c'est-à-dire suffisamment forte moi-même, pour encaisser une éventuelle trahison. C'est-à-dire que je crée un lien de confiance parce que paradoxalement, je suis excessivement autonome. Les gens qui ne veulent pas créer de lien de confiance sont ceux qui, paradoxalement, sont très dépendants du regard et du jugement de l'autre. Je ne veux pas créer de lien de confiance, mais parce que je suis très dépendant de votre regard. Je veux créer un lien de confiance parce que je suis suffisamment forte et autonome moi-même pour encaisser une éventuelle trahison. C'est ça la logique, c'est pour ça que je le relie à l'action. Voilà, c'est à ces conditions, me semble-t-il, il faut que j'arrête, mais c'est à ces conditions, laisser les gens agir au sens fort du terme, c'est-à-dire des prises de risque, du sens, bien sûr, de la confiance, du relationnel, qu'on aura affaire à des humains en entreprise, des humains pas au sens galvaudé du terme, parce que ça aussi on l'entend enfin, chaque fin d'année, les managers, les directeurs vont dire cette année on va remettre de l'humain, cette année l'humain au cœur, l'humain au centre. J'entends même parfois on va réinjecter de l'humain. Je vois une seringue qui réinjecte un humain déshumanisé, qui n'ose pas dire ce qu'il pense en réunion, qui est dans un rôle factice, c'est ça qui congestionne aussi les choses. Mais c'est à cette condition, laisser les gens agir avec ces trois prérogatives que j'ai évoquées, qu'on peut aussi garder les gens, me semble-t-il, les motiver, les attirer. Ça va contre toute l'inauthenticité qui est très facile en entreprise et qui est très engourdissante. Quand je disais les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent en réunion, par exemple, c'est tuant de se dire, je vais rentrer dans un job où j'ai beaucoup trop de réunions par semaine, les entreprises peuvent diviser leur nombre de réunions par 2, 60% des réunions ne servent à rien. Pourquoi? Parce que très souvent, on arrive en réunion en n'ayant rien foutu soi-même, c'est-à-dire que comme on est 15 autour d'une table, on n'a pas forcément bossé le dossier à fond,
Mais comme on n'est qu'un, ça ne se verra pas, et donc on transforme cette petite flemme personnelle en grand mérite collectif. Et comme en entreprise, le collectif, c'est bien, c'est devenu un totem. Alors, je rejoins monsieur le sportif tennisman, je ne sais pas où il était, qui disait collectivement, effectivement, je ne crois qu'au collectif, bien sûr. Individuellement, on ne peut pas arriver à grand-chose, à plusieurs, on est plus fort. Simplement, à une condition, et si vous êtes sportif, vous le savez, c'est que le collectif ne fonctionne que s'il est sous-tendu par un travail individuel fort. Si le collectif n'est pas sous-tendu par un travail individuel fort, c'est de la guimauve. Et la plupart des réunions, c'est de la guimauve. Les brainstorming, etc., on en sort avec rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé en amont, parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense à son génial voisin qui vient de dire une ineptie sans borne. Et résultat, on confond et on parle de bienveillance. Et on dit, ah oui, mais il faut faire preuve de bienveillance. Simplement, très souvent, on confond la bienveillance et la complaisance. On confond la bienveillance avec le non-dit. Si vous êtes bienveillant avec moi aujourd'hui, vous pouvez me contredire, vous pouvez me dire, mais votre argument, il ne tient pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ça, c'est de la vraie bienveillance, parce que, 1, vous m'avez écouté, 2, vous êtes allé au bout de mon idée, 3, vous avez cherché un argument beaucoup plus fort que le mien, moi, je vais essayer d'en trouver un 4e plus fort. Ça, c'est de la bienveillance. Mais très souvent, en entreprise, on confond la confrontation et le conflit, ou la confrontation et l'humiliation. Résultat, on n'arrive à rien, parce qu'on n'ose pas dire, et ça fait un ventre mou, et ça démotive les plus jeunes en se disant, mais je ne vais pas aller dans une boîte où je passe 6 heures à brasser du vent. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, agir, laisser les gens être un peu eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils seront authentiques, c'est comme ça qu'ils seront eux-mêmes, c'est une source de bien-être énorme, l'authenticité, mais c'est le travail de toute une vie, mais laissons peut-être la possibilité d'être aux gens, aux plus jeunes, d'être plus eux-mêmes en entreprise, ça me semble une des conditions fondamentales pour les attirer et pour les recruter. Et juste, je finis avec ça parce que j'ai remarqué, l'autre jour j'étais chez ADP et un manager me dit, dans mon équipe j'ai un type de 50 ans, ça fait 25 ans qu'il est chez ADP, sa vie c'est ADP, c'est sa carrière, il est très heureux comme ça. Dans la même équipe, j'ai un type de 25 ans qui me dit, je travaille 2 ans à fond, dans 2 ans je quitte tout, je fais le tour du monde avec ma copine. Donc comment vous voulez que me dit-il, comment vous voulez que je fédère des personnes qui n'ont plus du tout le même sens au travail? Le sens du travail a complètement changé de génération en génération. Ça pouvait être une finalité en soi pour, je globalise, notre génération. Ça ne l'est plus du tout pour les plus jeunes générations. Le travail n'est qu'un moyen, c'est plus du tout une finalité en soi. Aller bosser pour une grande entreprise ne suffit plus. L'important, c'est que la personne s'éclate, s'autonomise, devienne plus fort, acquiert plus de compétences pour créer son petit cheminement personnel. Donc je crois que plus on ira vers l'individualisation, plus on motivera et plus on attirera les plus jeunes, plus on uniformisera, on collectivisera les choses, moins on attirera. Je rebondis sur madame qui avait parlé du sport tout à l'heure dans son entreprise en disant « le lundi c'est sport, prends ton sac de sport, le lundi c'est sport chez nous ». Je pense que laisser la possibilité aux gens de faire du sport de façon individuelle, c'est une source de motivation énorme. Le côté collectif, on fait du sport le lundi et on uniformise les pratiques et on procédurise d'une certaine façon les choses, mais vous pouvez me rétorquer le contraire. Je crois que c'est pas du tout, peut-être pour votre entreprise, mais je crois que c'est pas du tout les aspirations maintenant. Le plus jeune se dit j'ai envie de faire du sport quand je veux. J'ai pas envie que ce soit le lundi entre 12h et 15h dans ma boîte. Mais je challenge exprès pour qu'on me dise le contraire, tant mieux, j'aurais appris des choses. Je vous remercie beaucoup. Voilà, me semble-t-il, les conditions du recrutement. Julia de Funès, vos questions. Vous avez été challengé, là, pour le coup. Certains d'entre vous. Allons-y. Avez-vous des questions? Oh non, recommencez pas. Allons-y, on y va. C'est toujours la première, après ça va. Allons-y. Question? Non, pas du tout? Vraiment pas? Non, ça y est. Oui, je vous en prie, madame. Sinon, mais attendez. même fort, on entend. J'avais madame là-bas. Et il y avait une question ici, pardon. Oui, Hervé. Ok, juste après Hervé. Bonjour, Sophie, Bonjour. Société Foraloc. Je ne vais pas faire preuve de bienveillance ou de complaisance, mais j'ai adoré. Ah merci, c'est gentil. J'ai eu peur avec le début de la phrase. J'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup ri et quand même, à plusieurs moments, je me suis dit mince, finalement, en fait, c'est foutu, quoi. Ah non.
Dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai reçu de cette conf, il y a plein de fois où on s'est dit des trucs pas cool, quoi. Et on s'est dit, bah, on est à côté, on fait pas ce qu'il faut. Donc je vais me permettre une question bienveillante, pardon. On fait quoi, du coup? Vous avez raison, merci de me poser la question, parce qu'on pourrait penser que j'ai un regard cynique sur l'entreprise. Pas du tout. Je vous donne des exemples d'entreprises qui, pour moi, réussissent à ne pas sombrer dans ces modes et dans ces idéologies un peu ambiantes qui, à mon sens, n'en ont pas. Je prends deux exemples. Il y a beaucoup de... Je prends une boîte canadienne qui s'appelle G-Soft, peu importe. Je ne travaille pas du tout pour elle, mais j'ai remarqué le modèle. C'est une boîte où les gens n'ont absolument pas, évidemment, d'horaire, n'ont pas de RTT, sont en télétravail très souvent. Le télétravail, pour moi, est une source de bien-être énorme. Toutes les études montrent, c'est très compliqué à mettre en place pour les entreprises, je ne minimise pas du tout la difficulté de ça. Mais je parle du vrai télétravail, pas celui où on ne vous dit pas le lundi, pas le vendredi, pas le mercredi, mais le mardi, de 15 à 17. Non, le vrai télétravail, c'est un gage de confiance énorme. Ça motive les gens quand vous dites, mais nous, chez nous, dans notre boîte, on a le télétravail, etc. Pourquoi les gens bossent mieux en télétravail qu'au bureau? Parce que... alors, il y a plein de raisons, bien sûr, mais moi, je trouve qu'une des explications, c'est que les gens souffrent d'être en permanence visibles. Dans les nouvelles architectures, dans les open space, les flex office, tout ce que vous voulez, on est en permanence visible. Or, il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. On est en représentation. C'est très fatigant, c'est très démotivant. C'est pour ça qu'on voit tous les gens s'agiter avec des dossiers pour faire signe qu'ils travaillent. Mais ils ne travaillent pas, ils font signe qu'ils travaillent parfois. Alors que le type, dans son télétravail en peignoir sur son canapé, il n'a pas besoin de faire signe qu'il travaille. Quand il travaille vraiment. Et parfois, c'est plus efficace, c'est plus condensé dans le temps. Mais ce souci de la représentation est très négatif. Donc je pense à cette boîte parce qu'elle a mis beaucoup en place ça. Je ne dis pas du tout que je suis pour l'entreprise libérée, parce que pas du tout. J'étais l'autre jour avec Isaac Gates, vous savez, en conférence qui a théorisé l'entreprise libérée. Je lui demandais, est-ce que vous avez un exemple d'entreprise à grande échelle où l'entreprise libérée fonctionne? Non, aucun, mais c'est parce qu'il n'applique pas bien mon modèle. Mais c'est pas vrai, ça ne peut pas fonctionner à grande échelle. L'entreprise libérée pour 10 personnes, 20 personnes, 30 peut-être, mais à 300 000, c'est impossible. Il faut une hiérarchie, il faut de l'autorité, il faut des managers qui ont du charisme, du leadership, qui emmènent dans une direction vers un projet commun. Donc l'entreprise libérée, je ne suis pas du tout là-dessus. Mais sur des façons de faire, des modes de travail qui laissent de la liberté, de la flexibilité, je trouve que c'est une des voies d'avenir. Donc je pense à cette entreprise-là. Je pense par exemple, si je prends une entreprise française qui pour moi a transformé sa façon de faire, et je ne travaille pas du tout pour elle, et c'est injuste parce que je la cite à chaque fois, ça fait quand même un certain nombre de fois, donc je me dis mince quand même, c'est La Poste. Écoutez, souvenez-vous, il y a 5 ans, 10 ans, elle est à la Poste, mais c'était un cauchemar procédural. Aujourd'hui, vous allez dans un bureau de poste, tout a changé. Ils ont repensé le sens de leur métier, puisque leur métier tend à disparaître, le facteur tend à disparaître. Donc, ils ont complètement repensé le sens et de leur management et de leur métier. C'est devenu beaucoup... Alors, il y a encore plein de problèmes, mais c'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible. Je trouve qu'ils ne cèdent pas aux idéologies ambiantes et qu'ils repensent fondamentalement le sens de ce qu'ils font. Donc, il y a plein de choses à faire qui ne sont pas nécessaires. Comme disait monsieur tout à l'heure, il y a des choses simples parfois à mettre. Vous divisez le nombre de réunions par 2, ça va déjà beaucoup mieux. Vous arrêtez les slides et les PowerPoint, ça va déjà beaucoup mieux. Un slide ne sert à rien, je suis désolée de le dire si brutalement, mais soit le slide répète ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, donc ça ne sert à rien, soit il ne répète pas ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, donc dans les deux cas, vous loupez une info, soit vous écoutez, soit vous lisez. Mais je ne vois pas l'intérêt. On appelle ça un support, et pour moi, le seul intérêt, la seule justification, c'est que c'est un support, c'est une contenance pour la personne qui est sur scène, parce qu'on se sent toujours très seul quand on est sur scène, et que c'est bien pratique d'avoir des petits zapettes et des petits documents qui prennent un temps fou à faire et qui ne servent en gros à rien. Mais ça fait perdre de l'énergie bête. Les gens en entreprise souffrent d'un manque de temps et en même temps on leur fait prendre un temps fou à faire des trucs aberrants. Donc voilà, alors on me rétorque toujours oui mais il y a des visuels et il y a des auditifs. Comme si tout d'un coup il n'y avait que des gens qui avaient que des yeux et d'autres que des oreilles. C'est aberrant. Bien sûr, ça a été la mode, on a dit une image égale 20 000 mots il y a 15 ans. Résultat, les gens n'ont plus de mots en entreprise.
reparler, recréer des liens relationnels, parler avec des vrais mots qui parlent, ça fait du bien aussi dans l'entreprise. Donc vous voyez, tout ce genre de petits trucs, arrêtez les formations débiles par exemple, les formations débilisantes où il faut s'éclater, le jeu. Tiens, monsieur, je crois que quelqu'un avait parlé du jeu, formidable, génial. J'enchaîne juste là-dessus et vous voyez, il ne faut pas me poser de questions parce qu'en fait, c'est reparti. Non mais après j'arrête. Aujourd'hui, la mode, et ça c'est une source de démotivation totale, paradoxalement, c'est que maintenant toutes les formations tournent autour du ludique. Alors, soit on fait des Lego et des Kapla ensemble pour voir si on a l'esprit créatif ensemble, on va construire des tours Eiffel en spaghetti pour voir si à plusieurs on y arrive et si on est créatif et si on écoute l'autre, etc. Ça c'est infantilisant à souhait, c'est pas possible de voir des gens faire ça maintenant. Mes filles qui ont 6 ans ne font même plus ça, donc moi quand je vois ça je suis atterrée. Et deux, quand on est passé des Lego à la mode Kapla, on est passé à l'escape games. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez ça, mais il faut faire des escape games. Ça va avec le baby-foot, hein, c'est le jeu, c'est ludique. Il y a des consoles de jeux partout, à chaque encablure de bureau dans les boîtes. Il faut s'amuser. Pourquoi je critique ça? Quel est le contraire du jeu? Non, un footballeur, il joue et il travaille. Non, l'ennui, non. Si je joue au football, je peux vous dire, je vais m'ennuyer. Le sérieux, non. C'est Nietzsche qui dit ça. Il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue. C'est vrai. Non, le contraire du jeu, Freud nous dit, le contraire du jeu, c'est le réel. Quand vous jouez, vous quittez la réalité ambiante et vous rentrez dans une nouvelle réalité avec des nouvelles règles, des nouveaux adversaires, des nouveaux partenaires, des nouveaux buts, etc. Quand mon mari regarde un match de foot, il quitte la réalité. Il rentre dans une autre réalité, dans laquelle je ne rentre pas. Vous voyez le problème? Et demander pourquoi je critique les formations ludiques, pas parce que j'ai pas envie que les gens s'amusent, c'est pas ça. C'est parce que demander de transposer d'une réalité qui est le jeu à une autre réalité, celle du boulot, qui n'a rien à voir en général, c'est acrobatique et c'est une imposture. Très souvent, autant passer un bon moment avec ses collaborateurs, ça suffit, c'est pas la peine d'installer des jeux dingos pour essayer de transposer une expérience dans son univers managérial. Voilà pourquoi je dis ça. Donc, j'ai pas du tout répondu à votre question. Si, au sens, il y a des entreprises qui arrivent à faire ça en décongestionnant les choses, en décongestionnant les process ou en mettant un peu plus quand il n'y en a pas assez, en rendant beaucoup plus flexibles les modes de travail, télétravail par exemple, en arrêtant les imbécilités du genre formation ludique, réunions qui n'en finissent plus, slides en tout genre, etc., en simplifiant les choses. Allez, une dernière question, on est un peu à la bourre, mais une dernière question, franchement, ça vaut la peine, s'il y en a une. Vous avez compris que déjà les PowerPoint étaient morts, super. Mais avec raison, hein, attention, je dis ça, mais avec raison, je serai encore plus terrible que vous. Ah bon, bah, merci. Vous mettez sur les PowerPoint toute la déshumanisation du monde que vous craignez qui va arriver. Mais vous y êtes déjà. Et c'est tellement chiant, excusez, mais voilà, je suis encore plus dingue là-dessus, qu'on vous dit, donne-moi le PowerPoint avant. Ouais. Je sais que je vais me faire chier. Donc, donne-moi le PowerPoint avant, que je sois sur mon portable. Au moins, j'aurai la paix. Tu feras ce que tu veux après. On en est là. C'est pour ça que je suis plus terrible que vous là-dessus. Donc, bravo. Non. Non, mais c'est Julia qui a démarré. Allons-y. Oui, je vous en prie, monsieur. Allez, dernière question. Non, un micro et ça ira bien. Non, j'entends. Voilà. Je vais répéter. Mais c'est juste pour que tout le monde puisse entendre. Je vous en prie, monsieur. Présentez-vous votre question. Bonjour. Bonjour. Olivier Poisson, Société dans le micro. Pardon. Société Dron. Je voulais savoir ce que vous pensiez du coup de Pro et Fun. Oui. Vous voyez, j'ai un peu répondu dans ce... Je trouve que l'entreprise et le milieu et le lieu du travail, j'ai l'impression qu'on l'oublie parfois. C'est-à-dire qu'on vient minimum, mais pour travailler le maximum, le plus efficacement, et je suis pour le fun ailleurs. Non pas que j'ai une vision austère de l'entreprise, je ne dis pas du tout qu'il fallait revenir à l'âge précédent du management tayloriste, ce n'est pas du tout ça mon propos, mais je trouve qu'on a mélangé un peu les deux sphères,
et qu'on ne retire pas forcément beaucoup de bienfaits du fun qu'on a instauré en entreprise. Quand je pense aux formations, je ne trouve pas que ça élève les gens, je trouve que ça les nivelle plus qu'autre chose. Les gens sont très demandeurs de formations savantes au sens de disciplines qui densifient les choses. Les gens ont envie d'apprendre à parler, à écrire de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, où on a l'impression qu'on sort un peu plus dense qu'on est arrivé. Je trouve que les gens sont très malheureux parfois d'avoir fait du design thinking pendant 3 heures ou des Lego, des Kappa, des escape games en se disant bah, finalement il en sort quoi? Pas grand chose. Je me suis éclatée avec mes collaborateurs, mais je préfère m'éclater avec mes enfants et avec mes conjoints, etc. Je trouve qu'il y a une individualisation du fun vers lequel les plus jeunes générations tendent. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas, qu'on n'est pas dans des espaces sympas, hein, encore une fois. Mais je pense qu'il y a vraiment... Mais ça, c'est la mode start-up qui a aussi fait qu'on a un peu tout mélangé maintenant et que les deux espaces se sont mélangés. Mais je pense que garder un moment pour vraiment travailler et avoir beaucoup plus de temps pour le fun ailleurs et de façon autonome, individuelle, me semble être une meilleure chose. Tout ce qui est collectif sur le fun me semble un peu passé de mode, très franchement. Challenger? Merci. Non, vous pouvez challenger, oui, hein, pas de problème. Vous ne pouvez pas du tout être d'accord. Aucun souci. Est-ce que vous êtes contre, par exemple, un pot après un départ? Ah non, c'est voilà. pas que je suis contre tout ce qui est sympa en entreprise, la vieille réac. Non, pas du tout, c'est pas ça. Un pot, c'est tout à fait, c'est quand même une marque de reconnaissance énorme, c'est tout à fait essentiel. C'est pas du tout ça, mais c'est de prendre sur le temps de travail des espaces de fun et les gens, quand on part une semaine, 3 jours au séminaire au vert dans des châteaux formes, par exemple. Et puis il y aura des moments fun dedans. On va vous faire voilà, de l'escalade, de ce que vous voulez. Résultat, le vendredi midi, quand vous arrivez à votre bureau, vous avez quand même tout votre boulot à faire en une demi-journée. C'est l'enfer. Disons, vous bossez 3 jours cette semaine et vous avez 2 jours pour vous éclater. Si vous voulez être entre collaborateurs, vous le faites. Mais je trouve qu'empiéter sur le temps pro avec du fun, c'est vraiment une source de mal-être énorme. Julia De Funès. Merci beaucoup. Merci Thierry pour votre confiance.